Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur Zoom. Cela fait 3 ans qu'on fait des webinaires en ligne et on commet toujours des erreurs des débutants. Bref, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous pouvez le voir, nous enregistrons cet événement et donc pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, sachez que cet événement sera disponible en différé. Qui plus est, cet événement est disponible en français, anglais et espagnol. Vous pouvez cliquer sur la petite map monde en bas de votre écran et choisir votre langue préférée, français, anglais ou espagnol. Pendant les 60 minutes à venir, avec notre éminent panel que vous voyez à l'écran, nous allons nous pencher sur la science des pêcheries et de la gestion des pêcheries. Cette science qui est essentielle pour préserver le moteur de la biodiversité des océans. Nous analyserons également les dynamiques politiques nécessaires pour que les actions ad hoc qui reconnaissent ce rôle crucial de la gestion des pêcheries soient adoptées. Mais avant tout, quelques explications pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins bien, qui ont tout de suite sauté du côté profond de la piscine. Our Fish est une organisation en Europe qui est là pour gérer cette crise climatique. Nous travaillons avec des scientifiques que vous voyez ici à l'écran, des pêcheurs et la société civile, des OSC venant des 4 coins du monde pour accélérer la transition vers la pêche à faible impact et faible usage en carbone. Nous avons un éminent panel, comme je vous l'ai dit, et nous sommes très chanceux d'avoir parmi nous le professeur William Chung, qui est parmi les 20 climatologues les plus influençants au monde. Il est biologiste marin renommé et auteur principal du GIEC. Il est professeur et directeur de l'Institut des océans et des pêches de l'Université de Colombie-Britannique. Par ailleurs, nous avons la docteure Emma Cavan, qui est chargée de recherche à l'Imperial College de Londres, et ses recherches portent sur la manière dont les plantes et les animaux marins contribuent au puits de carbone océanique mondial et régulent le climat et leur environnement. Ensuite, nous avons Isabella Lövin, qui est l'ancienne vice-première ministre et ancienne ministre de l'Environnement de Suède. Elle est également coprésidente de Friends of the Ocean Action. Enfin, nous avons l'eurodéputé Ska Keller, qui est également l'ancienne coprésidente du groupe des Verts ALE. Enfin, nous avons le docteur Guillermo Ortuño Crespo, qui est spécialiste de la mer et qui travaille sur la gestion internationale des pêches. Il est également l'instigateur du programme Early Career Ocean Professional dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'océanographie au service du développement durable. Bienvenue à toutes et tous et merci de votre présence. J'espère que pendant les 60 minutes à venir, nous pourrons avoir un échange fructueux sur ces thématiques. Et ici, nous sommes dans un événement parallèle à la COP de Montréal et j'espère que nous pourrons aborder ces thématiques et aussi, pour ceux qui sont à Montréal, j'espère que cela pourra peut-être influencer vos échanges et vos prises de décision qui devraient euh, atteindre leur sommet et fin de cette semaine et permettre d'accoucher d'un document qui pèse dans la balance. Alors, les poissons sont des ingénieurs en carbone. Comment dire? Ils agissent et le fait est que aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est un fait dans les océans. Ces poissons agissent. Et donc, ce système capture et stocke ce carbone excédent de l'atmosphère et nous permet d'éviter les pires impacts des changements climatiques. Et c'est pourquoi la préservation des poissons et de leur habitat devrait être une priorité partout dans le système onusien et dans la Convention sur la diversité biologique. En outre, plusieurs publications, notamment prévues par la Commission européenne pour l'année prochaine, de très bonnes publications tout à fait opportunes,
gagnerait réellement à tenir compte de tout ce que l'on va aborder ici pendant ces 60 minutes à venir. Tout d'abord, on va parler de la science qui se cache derrière ces ingénieurs. Et puis, on va voir comment on peut contribuer à l'atténuation des changements climatiques et, et la limitation des changements climatiques avec les pêcheries. Et plus tard, nous aurons une session questions-réponses avec le public. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions-réponses et mieux encore, hmm, faites feu de tout bois et on essaiera de vous répondre. Bon, tout d'abord, puis-je demander à William une première chose, une première question pour vous, William. L'océan accueille des millions d'espèces et il y en a encore énormément qui doivent être découvertes. Cette biodiversité marine a énormément de retombées positives pour l'alimentation, l'économie et aussi des activités sociales. Plus de 3 milliards de personnes, près de la moitié de la population mondiale dépend directement de la biodiversité côtière et maritime pour leurs moyens de subsistance. Alors, pourriez-vous nous expliquer, monsieur, le lien entre cette biodiversité marine et le système climatique délicat de notre planète et quel est le rôle de cette biodiversité dans l'atténuation des changements climatiques? Merci beaucoup. La biodiversité maritime joue un rôle crucial dans ce système et modère et atténue l'évolution climatique, atténue les effets des changements climatiques de moult façons. Le fait est que avec plusieurs espèces dans les océans, le CO2 est absorbé car ces espèces synthétisent le CO2, le carbone, et partant, le CO2 est stocké dans des puits carbone au fond de l'océan, dans des sédiments, et ce carbone peut y demeurer pendant très longtemps. Il y a aussi les phytoplanctons qui sont partout dans les océans, sans oublier la végétation, les algues, le plancton, la posédonie et d'autres espèces encore. Parallèlement à tout cela, des animaux marins jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone, notamment les poissons, et le fait est que leurs corps sont des puits carbone essentiels. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la végétation permet de stocker du carbone pendant des centaines, si pas des milliers d'années, et cela contribue donc à l'atténuation du cycle carbone et à l'atténuation des changements climatiques. Cela étant dit, aujourd'hui, ou plutôt depuis ces deux derniers siècles, l'activité humaine a des conséquences sur l'environnement marin. La surpêche, notamment, et le fait est qu'on a perdu près de la moitié de la biomasse maritime depuis les années 1950. Les poissons et les mammifères marins stockent le carbone et sont aujourd'hui menacés. En outre, le changement climatique menace la biodiversité maritime car nous savons très bien que l'océan se réchauffe, on perd de l'oxygène, on a une acidification des eaux et on a aussi des événements extrêmes qui s'intensifient, des vagues de chaleur colossales qui engendrent une mortalité de masse euh, dans ces puits de carbone bleu et partant, l'habitat de ces espèces et ces espèces elles-mêmes sont menacées. Le changement climatique touche les poissons et les animaux marins divers et variés, notamment les mammifères. Aujourd'hui, ces animaux évoluent en taille notamment
et le système est, est en situation de dysfonctionnement. Et aujourd'hui, cette biodiversité a moins la capacité d'atténuer les changements climatiques, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, William. Parfois, il est difficile de créer le lien entre, oui, le rôle de l'océan et tout ce que vous avez expliqué, et notamment l'impact de la surpêche. Vous avez dit que près de la moitié de la biomasse connue depuis les années 50 a disparu à cause de la surpêche. Oui, 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 c'est bien ça, en effet. Les réserves halieutiques et la biomasse, en effet, a chuté de façon considérable. Et la pêche est en fin de compte l'une des meilleures façons de gérer la biomasse dans les océans. Quand on ressort des poissons de l'océan, forcément, ça a des conséquences. Et l'objectif traditionnel des pêches est de retirer 50% de la biomasse dans les océans. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous en sommes dans cette situation. Et le fait est que revoir les objectifs permettrait de changer la donne. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Et on entend bien entendu que les changements climatiques ont un impact. Et jusqu'il y a peu, le fait est qu'on faisait fi ou qu'on ignorait l'impact de ces changements climatiques sur les océans, mais la surpêche est quelque chose qui est légiféré. Et donc, quelque part, on est conscient des conséquences. Et donc, Isabella, j'aimerais me tourner vers vous maintenant. En tant qu'ancienne vice-président, vice-première ministre et aussi en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement de la Suède et coprésident de Friends of the Ocean Action. On a entendu que la surpêche a été rendue possible, mais comment est-ce possible alors qu'on sait que les océans et les poissons sont essentiels à notre survie? Qu'est-ce qui explique de telles prises de décision et qu'est-ce qui empêche de prendre de meilleures décisions? Merci beaucoup, Mike, et merci à Ourfish qui a organisé ce webinaire ô combien important sur cette thématique qui demeure assez peu connue. En effet, comment nos océans contribuent-ils au changement climatique ou à leur atténuation? Quid des flottes, quid aussi des puits carbone avec les réserves halieutiques et cette biomasse? Pourquoi ne voyons pas vraiment d'action climatique dans le domaine des pêcheries, ou du moins, pourquoi n'en avons-nous pas tellement vu jusqu'à présent? Eh bien, parce que ce sujet demeure fort peu connu. Jusqu'à présent, on s'est surtout concentré sur les certaines espèces, là, et puis sur la mangrove, sur la végétation, mais le fait est qu'on oublie que, oui, en effet, près de 50% de la biomasse des poissons a été perdue depuis les années 50 et les gens ne s'en rendent pas compte et les décideurs politiques encore moins. C'est pourquoi, justement, il est important d'avoir un séminaire tel que celui-ci. Pourquoi il y a-t-il eu trop peu d'actions dans la lutte contre la surpêche pour y mettre un terme? Eh bien, notamment à cause d'une raison qui a été mise en avant, la maximum sustainable yield, à savoir le rendement maximal durable. C'est un facteur économique plutôt que biologique. Et la science dans la pêcherie s'est surtout concentrée sur, en effet, ce rendement et reconnaît que les réserves ont diminué, mais le fait est qu'on voit surtout un poisson comme une ressource économique, plutôt comme ça que comme autre chose. On voit non pas un poisson, une espèce, mais une denrée alimentaire. Et à Montréal,
Le fait est qu'on parle rarement de ces espèces commerciales comme d'espèces qui doivent aussi être protégées étant donné leur rôle dans les écosystèmes. Et partant, ces espèces sont gérées par le prisme des pêcheries et non pas par le prisme de la durabilité. Donc, en effet, sensibiliser est essentiel et un webinaire comme celui-ci est excellent. Les écosystèmes ont été touchés par les changements climatiques. Cela a été dit, il y a eu réchauffement, le manque d'oxygène, acidification, il y a la pollution également. Et aujourd'hui, les écosystèmes sont si fragiles qu'il faut agir de façon radicale. Préserver, conserver 30% de notre océan, c'est un minimum, il faut faire plus. Et si on veut reconstruire les réserves halieutiques, eh bien alors, si on y parvient, on aura plus de poissons et on aura plus de biomasse et il faudra aussi moins utiliser de carburant pour aller pêcher puisque cela engendrera un cercle vertueux. Autrement dit, avoir de véritables aires maritimes protégées, cela sera bon. Et partant, il faut avoir des juridictions nationales, mais également des aires maritimes internationales. Et on se doit de travailler là-dessus à l'international et y parvenir malgré les échecs jusqu'à présent. Merci beaucoup, Isabelle. En effet, il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'en effet, il serait bon de s'accorder. Avant de parler de politique, Emma, puis-je vous poser une question? Parce que vous avez fait beaucoup de recherches sur la faune et la flore maritime qui ont été des moteurs carbone qui régulent l'environnement maritime, mais aussi tout notre écosystème. Et pourriez-vous donc nous en dire un petit peu plus au sujet des dynamiques? Comment les pêcheries ont-elles un impact sur ce moteur? Oui, merci beaucoup, Mike, et merci pour votre accueil. Euh, je pense en avoir déjà parlé, mais je tiens à rappeler ce moteur carbone euh, est important hum, pour la mer, mais pas que. Et partant, il faut préserver le plancton, la végétation, les poissons, car cela commence tout petit avec le plancton et, in fine, c'est tout ce carbone qui est d'abord absorbé, qui est transformé en biomasse et en sédiments et en vie dans la mer. Et tout ce qui fait partie de cet engrenage absolument fabuleux est essentiel pour ces puits carbone au fond de nos mers. Et puis, le les colportent, tous les poissons morts, tout ce qui meurt en mer contribue aussi au stockage de carbone. Mais plus important encore, heu, la défécation, heu, mmh, car les poissons digèrent, bien plus, heu que, que toute autre chose. Et donc, il est très important d'avoir cette biomasse de poissons dans les océans pour avoir un puits carbone dans le fond de mer. Et il est important d'arriver aux abîmes et que tout cela soit mangé. La biologie, comme vous le savez, est très complexe et c'est pourquoi il y a de la recherche scientifique, car on ne comprend pas encore tous les tenants et aboutissants. Et oui, en effet, ce carbone peut être stocké pendant des dizaines d'années, si pas des centaines d'années, voire des millénaires. Et heu, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se dérouler avec une biomasse forte. Les poissons sont également au milieu de la chaîne alimentaire, voire en haut, et donc on peut réguler par en haut, si vous voulez, la vie dans les océans, et il faut des prédateurs. C'est essentiel pour avoir une vie équilibrée sur Terre, et donc il n'y a pas que la question de transformation de masse pour gérer le carbone. Non, c'est assez difficile à calculer, à expliquer, mais ce contrôle en amont, ou plutôt descendant, est essentiel
Et évidemment, lorsqu'on a moins d'espèces, cela a des conséquences et hem, la pêche à la traîne est une menace parce qu'on sait très bien que tout ce carbone est là au fond des mers à la suite de ces processus biologiques. C'est là, nous commençons enfin à parler de toute cette science avec le grand public et avec le politique. C'est nouveau, nous n'en sommes qu'au balbutiement, mais c'est essentiel et il va falloir continuer à travailler, avoir des politiques pour protéger, ce moteur carbone. Thank you. I mean, it begs many questions what you've explained in terms of Cela soulève différentes questions. À quel point nous connaissons les choses et toutes les choses surtout que nous ne connaissons pas. Et donc nous devons comprendre tout ce que nous devons savoir afin de pouvoir agir. Et si j'avais le temps, je voudrais explorer un peu plus ce qu'il y a dans les fonds marins, mais pour vous, quels sont les points manquants dans les prises de décision? Est-ce qu'on a besoin de plus de science, comme vous l'avez décrit? Ou y a-t-il encore d'autres éléments manquants, des points critiques et qui manquent pour nous permettre d'agir? Merci, merci à Hourfish d'organiser ce webinaire très important. Nous avons besoin de plus de science, c'est sûr, mais nous avons déjà des chiffres. Et ce qui nous manque ici, c'est d'avoir une perspective. Juste quelques chiffres pour ceux qui nous écoutent en termes de poissons et de biosphère. C'est 2,6 gigatonnes de carbone qui représentent 60% de ceux qui vivent dans l'océan. Et nous faisons de la surpêche sur 300 espèces différentes, 3000 espèces différentes. Et la vie aquatique représente 80% de la vie sur la planète. Et cela a un impact directement sur cette pompe à carbone que sont les océans. Et les éléments qui nous manqueraient, donc, c'est d'après le réseau de professionnels des océans, c'est que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore intégré. C'est de pouvoir intégrer ces professionnels dans les discussions, pas seulement d'avoir un ou deux jeunes présents dans une réunion, mais faire en sorte que toutes les délégations qui participent à ces événements de pêcherie fassent partie des discussions, que l'on puisse parler de la gestion des pêcheries, qu'on les intègre dans les discussions. Bien sûr, il faut plus de science, mais alors qui est présent lors de ces événements? Comment nous adoptons les décisions? La gestion des pêcheries, on réfléchit à cela en tant qu'espèce individuelle. On pense aux gains économiques, mais on ne pense pas à notre impact sur cette pompe biologique. Donc, il faut vraiment changer notre approche de la gestion de la pêcherie, puisqu'on fait la même chose depuis des décennies. Il faut vraiment changer et faire bouger les choses. Merci, Guillermo. Vous avez partagé beaucoup de choses intéressantes avec nous. Et bien sûr, ici, nous avons l'opportunité d'avoir des décideurs politiques ici
pour notre webinaire et nous avons aussi des membres du Parlement européen. Nous avons la coprésidente du groupe des Verts et les autres groupes se préparent pour les prochaines élections en 2024. Donc, Sky Keller, comment pensez-vous qu'on puisse améliorer la gestion de la pêche pour obtenir des écosystèmes sains et une action climatique décisive? L'UE s'est déjà engagée dans des politiques contre la surpêche notamment. Alors, qu'est-ce que les décideurs politiques doivent décider ou doivent mieux faire? Merci pour votre invitation. We're supposed to make decisions, even though, of course, a lot of decisions are also taken by the member states, like right now, just En last week, effet, the quotas for next year. nous avons établi les quotas pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises It's difficult, and it's not so difficult et because knowledge is c'est increasing. I mean, sure, difficile. balancing stuff, that's pretty new, and it's not Bien sûr, le terme de puits de carbone, c'est quelque chose d'assez nouveau dans nos discussions, mais la perte de la biodiversité, c'est clair et nous en parlons depuis longtemps. Il y a de moins en moins de poissons et on comprend que c'est lié à des problématiques comme la pollution, le changement climatique. Nous devons pêcher plus de poissons. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de pêcher dans les pays tiers. Il faut donc avoir plus de connaissances. Et ce qui manque encore, c'est une vraie volonté politique derrière. Et on voit que les autres collègues ne font pas vraiment attention à cette problématique. On voit un peu cela comme un problème niche lorsque vous faites partie du comité pêche. Et je pense qu'il faut attirer de plus en plus d'attention là-dessus, sur les discussions de biodiversité, du rôle de l'océan. Et je considère qu'on a besoin de l'attention du public, mais également d'attirer l'attention lors des élections nationales, parce que les gouvernements doivent prendre des décisions. Il faut se demander ce qui sera fait en termes de surpêche, et c'est la seule manière de pouvoir obtenir plus d'attention sur cette problématique et créer des solutions, puisque le comité pêche est un peu tout seul dans son coin. Corona, now it's the war, and the energy crisis is like, okay, environment is important, but not too much, and we're overdoing it. The commissioner On parle bien sûr du changement climatique, mais très souvent, les membres du comité sont renvoyés, on ne les écoute pas. a very big problem. And then, of course, we're also having right now today, for example, interesting vote on renewables in protected areas. Il y a aussi cette problématique des zones protégées. Au niveau mondial, il y a un vrai conflit d'intérêts. Puisque lorsque on veut protéger l'environnement,
Il faut pouvoir rassembler tout le monde et comprendre l'impact sur le long terme. Where even inside our own, let's say, pro-environmental bubble, there is a lot of discussions going on, and it's Et not à l'heure actuelle, il y a toujours beaucoup de pourparlers en cours. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il faut sensibiliser le grand public, qu'il faut que le public tienne tout cela à l'œil. Les interprètes font de leur mieux, mais malheureusement, Madame l'eurodéputée, a été presque impossible à comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très souvent, on entend qu'il y a une sorte de compétition pour ce qui est de l'attention du grand public, car il y a tellement de thématiques, des thématiques importantes, et alors qu'on en apprend davantage au sujet des dommages, de la destruction que nous infligeons à l'environnement, à la nature, alors on comprend qu'il faut, oui, traduire tout cela en incitant politique. Alors puis-je vous inviter, chers scientifiques, surtout vous, Guillermo, à rebondir à la prochaine question parce que vous avez parlé de la participation politique, notamment des plus jeunes, la collaboration intergénérationnelle. Alors, comment la science, comment les scientifiques peuvent-ils non seulement fournir les éléments tangibles de critique, ces éléments essentiels, mais aussi pour sensibiliser et pour parvenir à des incitants politiques? Si quelqu'un a des idées, William, Guillermo, si vous avez la clé, on vous écoute. Alors, je vais être bref. J'imagine que les autres membres du panel auront aussi des réponses, mais ce qu'il faut, c'est traduire la science en indicateurs. Si on note une tonne d'espèces, alors cela a telle ou telle conséquence. Parler de biodiversité, c'est trop vague. Il faut parler aussi de la capacité de séquestration carbone que l'on perd lorsqu'on pêche X tonnes de ci ou de ça. Et expliquer aussi que voilà, autant de tonnes de poissons, c'est autant de tonnes de CO2 séquestré, c'est autant de dollars surtout. Il faut reconstruire le puzzle et avoir des indicateurs parce que les politiques doivent pouvoir rentrer chez eux dans leur circonscription et dire, voilà, il faut défendre les poissons. Il faut donner du contexte au final et donc aussi créer ce pont entre la biodiversité et les retombées économiques positives. Et il faut, partant, avoir un échange vaste entre la communauté économique et la communauté de défenseurs de nos océans pour avoir de bonnes politiques. Oui, merci beaucoup. Alors, pour rebondir sur ce que Guillermo a dit, il est important aussi il est important aussi, je vous dis, d'avoir le soutien de la population parce que les gens se soucient de la nourriture qu'ils ingèrent et partant, étant donné mes interactions avec le citoyen lambda dans le cadre de mes recherches, je me rends compte que les discussions lors de conférences internationales sont un petit peu barbantes pour le Kidam. En revanche, lorsque on explique comment le poisson en bonne santé et bon à manger contribue à lutter contre les changements climatiques et à absorber du carbone, là, c'est une toute autre histoire. Et donc, il est important de souligner que résoudre les problèmes de surpêche, la préservation de l'environnement, etc., etc., va de pair. Pourquoi? Pour avoir un vaste soutien des bases et pour inciter encore une fois les gouvernements à agir davantage pour résoudre les problèmes de surpêche et les autres thématiques afférentes liées à la préservation de la biodiversité maritime. Oui, merci beaucoup. Alors, Emma, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou je peux rebondir sur ce qui a été dit? Allez-y, allez-y, je prendrai la parole ensuite. Oui, d'accord. Alors, j'ai une question
qui est dans le chat par rapport hmm, au caca, mais vous veniez de dire que les décideurs politiques devaient prendre des décisions en reconnaissant le rôle des océans et de la biodiversité des poissons. Mais Ska, vous avez expliqué comment ça se passait en commission pêche. Mais aujourd'hui, on reconnaît que le charbon, cela permet de produire de l'électricité, mais d'un autre côté, c'est mal pour le climat. Et donc, il y a des processus qui influencent cette activité. Vous me sentez venir? Ma question est la suivante. Pour mieux gérer les pêcheries, est-ce que d'autres décideurs politiques devraient être impliqués? Car vous êtes en commission pêche au Parlement européen. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être, comment dire, se dire que ce n'est pas que cette commission pêche qui doit être le champion de la défense des environnements? the fish discussion out of the fisheries, or at least partly out of the fisheries committee, definitely. Alors, en effet, la commission pêche doit défendre les poissons et la biodiversité, mais il faut créer des ponts avec d'autres commissions, en vie notamment, et d'autres. Alors, la collaboration n'est pas toujours des plus aisées, mais je suis d'accord. Les synergies sont essentielles et le fait est qu'aujourd'hui, on avance pas après pas, petit à petit, et je pense qu'aujourd'hui, la conférence de Montréal et tous les échanges relatifs à la biodiversité permettent de faire évoluer les choses en vue de protéger les espèces, mais encore une fois, nous n'y sommes pas encore. Et je suis d'accord avec vous, il faut y parvenir. La pêcherie n'est pas qu'une question qui occupe la commission pêche, mais il va falloir aller de l'avant. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts économiques qui prédominent. Et partant, il est important d'identifier les synergies pour trouver une nouvelle voie à suivre. La bataille sera ardue, mais nous ferons de notre mieux. Merci. Merci à vous. Alors, Isabella, quelque chose à ajouter? Alors, en somme, nous savons tous que nous savons assez. Nous savons que les pêcheries sont importantes et que nous devons être plus prudents dans notre façon d'effectuer des activités économiques en mer. Les gens, les communautés côtières savent que des espèces disparaissent. On voit que les eaux sont plus chaudes, différentes. On le voit, on le sent, on le sait. Mais aujourd'hui, il est très difficile de prendre de bonnes décisions. Partant, il est évident qu'intégrer une politique océanique avec d'autres politiques pour que cette question soit davantage mainstreamée, si je puis dire, est essentiel. Il est important de voir les effets de toutes les activités que nous menons à bien sur les océans et de voir en effet ce qu'on peut se permettre, surtout lorsque l'on parle des changements climatiques, parce que les eaux ont déjà augmenté de 2 degrés Celsius depuis les années 90. 2 degrés, c'est une fièvre. C'est la fièvre pour les poissons qui vivent dans ces eaux. Ensuite, un mot sur la science, car l'Union européenne soutient et promeut en effet un panel intergouvernemental sur la durabilité, une sorte de GIEC pour les océans, si vous voulez. Moi, je pense que cette idée ne devrait pas servir à postposer les actions aujourd'hui, car il faut agir dès à présent, mais une question pour les scientifiques. Si votre science est dans les rapports du GIEC aujourd'hui, elle souligne l'importance des poissons dans le cycle carbone.
parce que ça peut engendrer des actions sur l'atténuation. Il y a notamment les titres bleus, etc. Alors, parfois, la préservation peut être transformée en activité économique. Moi, je ne raffole pas de ça, mais il apparaît qu'on est dans un système où, en effet, les actions sont légitimisées par des retombées économiques positives. Alors, les gens envisagent d'investir, mais c'est fort onéreux. Cela dit, si on peut arriver à une situation gagnant-gagnant avec des bons qui permettent de protéger les poissons en même temps que des investissements sont effectués, c'est bien. Oui, oui, en effet. Bref, merci. Isabel, though, to push back on that, in terms of the decision, where the decision making is Pour ce qui est des mécanismes de prise de décision, que pensez-vous de la suggestion de Ska? La gestion des pêcheries devrait être relevée de temps à autre. Vous avez parlé du panel intergouvernemental, du groupe d'experts intergouvernementaux. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir ces réunions un peu folles à Bruxelles qui durent jusqu'à 3, 4, 5 heures? Oui, non, vous savez, la folie, c'est refaire la même chose encore et toujours en attendant un résultat différent. Et donc, oui, on voit bien que ces façons de faire ne fonctionnent pas. Et la PCP en 2013, on a vu ce que c'était. Oui, elle a permis d'avancer, mais c'est trop pusillanime. Aujourd'hui, il faut quelque chose de bien plus tranchant pour faire preuve de plus de précaution. Et il faut une approche écosystémique digne de ce nom. Partant, il faut un tournant à 180 degrés. Et nous savons très bien que si nous restaurons les réserves halieutiques, cela aura des retombées positives. Et aujourd'hui, il faut de plus en plus de carburant pour pêcher de moins en moins et les océans sont détruits et la capacité de nos océans à capturer du carbone fond comme neige au soleil. Partant, il faut de la volonté politique, mais aussi du courage pour prendre les bonnes décisions. Et ces questions doivent faire partie des campagnes électorales, doivent faire partie des questions posées aux candidats à l'hémicycle, mais aussi aux responsables de la Commission, car la plupart de ces décisions sont prises au niveau de l'UE, du moins lorsqu'on parle des politiques européennes. Et le fait est que l'Europe est un grand acteur à l'international, notamment dans les conventions régionales, aux Nations Unies et ailleurs. Et donc, l'UE doit être un porte-étendard en la matière. Et pour y parvenir, il faut un grand soutien, une grande mobilisation du public. Merci beaucoup et bien entendu, toutes et tous, vous contribuez votre pierre à l'édifice grâce à ce webinaire. Merci. Alors, pour répondre à tout cela, il y a plusieurs questions dans le chat qui viennent de notre public. Alors, je voudrais en reprendre une. Alors, est-ce que nous savons combien d'excréments et de poissons morts contribuent à la capture du carbone? C'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'on peut donner des chiffres, une estimation seulement? Je pourrais dire qu'il s'agit d'1 gigatonne de carbone et combien de tonnes de gigatonnes seraient stockées dans les puits? C'est beaucoup plus difficile, mais cela ressemblerait à ce que la végétation, les algues peuvent stocker en termes aussi de carbone. Et le plancton, les excréments de poissons représentent également des chiffres importants et ont un rôle important.
dans le stockage de carbone. Il faudrait pouvoir capturer, comprendre physiquement comment cela fonctionne pour pouvoir évaluer le taux de carbone contenu dans les sédiments marins. Nous pouvons bien sûr faire des estimations. Les scientifiques ne sont pas vraiment à l'aise avec cela, puisque cela fait des décennies que nous travaillons là-dessus. Et donc, nous, on voit ce qui se passe, il faut en parler et bien sûr, cette partie-ci a un impact capital. En termes de politique, vu l'importance vu les discussions qui se déroulent à présent, hein, quel serait le résultat idéal pour la Convention sur la biodiversité? Comment cela pourrait se refléter? Qu'est-ce qui serait positif pour nous? Alors, je peux répondre? Bon, c'est une question qu'on a vue. Bien sûr, on voudrait désigner les zones à protéger. Il faut un changement de la narrative, un changement du langage employé et bien sûr, il faut de l'argent parce qu'il faut, gérer, surveiller cet, océan. Le changement de l'opinion publique aidera à changer les politiques mises en place, mais en tant que scientifique, on nous dit, d'influencer, les décideurs politiques et donc on devrait peut-être se concentrer un peu plus sur l'opinion publique. Si cela peut faire partie de ce qui ressortira de Montréal, puisque si les consommateurs, veulent des changements, on voit l'exemple d'Amazon Prime avec son action qui pollue. Pareil et donc si Amazon utilisait, des crédits carbone et que cela aiderait à préserver l'océan, donc si ces grandes entreprises, peuvent faire cela et ça pousserait les consommateurs à être plus conscients. Il faut vraiment en apprendre plus sur l'océan. À l'école, on en apprend très peu d'ailleurs et les gens ne savent pas qu'il faut faire attention à l'océan et aux poissons et c'est quelque chose qui a été discuté à Montréal. On a beaucoup parlé de l'impact, des poissons. C'est long, mais ça pourrait vraiment nous aider à l'avenir. En effet, et comme l'a dit Isabella, notre, CP, date d'il y a 10 ans. Il nous faut devenir, des acteurs de changement et bien sûr, les océans, représentent un point crucial dans ce changement. Concernant le budget et les subventions, on sait que c'est un motivateur important. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait parler, du rôle de la pêche commerciale et de la surpêche? Quelle politique pourrait, tacler, ces questions de subventions? Par exemple, la contribution
And through the pathway that we discussed, Alma already explained really clearly about how the fish is a source of carbon storage and that it will bring. Alors, le fait est que les poissons sont des puits carbone, y compris après leur mort. Et notre pêche est lourde de conséquences sur la capacité des océans à stocker du carbone, puisque qui dit poisson pêché dit un poisson en moins au fond de la mer demain. La pêche est et sera, c'est évident, mais mais nous avons fait des calculs et nous nous rendons compte que si les subventions sont retirées, alors beaucoup d'activités de la pêche ne seront plus rentables. Et cela aura des conséquences indirectes sur la protection de l'environnement et cela permettra aussi d'améliorer le potentiel de stockage carbone. Also, this area would also require En lots of fuel outre, to get there. il va falloir qu'on se serre les coudes, qu'on agisse tous ensemble pour que les activités de la pêche soient plus respectueuses du cycle carbone et pour que moins de carbone soit émité aussi, parce que la pêche en haute mer implique plus de consommation aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, on donne des subventions qui encouragent la surpêche et qui ont un impact sur la pression des océans. Alors, oui, bien sûr, il faudrait pouvoir avoir des subventions pour les énergies renouvelables et pouvoir empêcher cette dépendance énergétique. Et il faudrait avoir une politique de protection des océans. Mais on pourrait isoler les politiques de pêcherie et avoir un plan sur la décarbonisation et voir la manière dont la pêcherie impacte différents domaines, les chalutiers, les sédiments. Donc, c'est la première chose qu'il faudrait mettre en place en conservant la biodiversité, évidemment, mais vraiment la décarbonisation, c'est le plus important et c'est quelque chose sur quoi nous devrions travailler. La Commission européenne, pour en revenir à ce point, a un plan de décarbonisation pour les années à venir. Et il y a un plan d'action sur les pêcheries et l'écosystème marin. Cela fait déjà 2 ans. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait commenter? Oui, très rapidement, puisqu'il s'agit de parler de la COP 15, on ne peut pas dire que la gestion de la pêcherie n'est pas importante, évidemment, mais il faut également se souvenir ici que parmi les espèces dont nous parlons, les poissons pélagiques sont très mobiles. Il y a plus de 60 000 espèces de poissons pélagiques qui vivent en banc et qui sont dans ces zones protégées.
Et on ne compte pas les espèces qui ne sont pas dans les zones protégées. Et puisque ces poissons se déplacent énormément, on ne protège peut-être que 40 à 50% de ces espèces. Thank you. That's a really good point. And of course, that opens up Oui, c'est très intéressant. the whole issue around the high seas and how that's managed, even once a treaty is in place. The motivation, go back to that issue of political incentive, what the incentive will be, the reward. Quel serait For states investing in conservation of la manière de motiver les politiques et vis-à-vis du temps, je vais quand même poser une dernière question. Est-ce que vous auriez un message de conclusion ou une demande que vous aimeriez faire aux participants? Qu'est-ce que vous aimeriez leur demander pour leur conclusion samedi? Who'd like to go first? So maybe I can go first. Alors, je peux peut-être aller en premier lieu. We need a portfolio of solutions. Alors, moi, je pense qu'il faut un éventail de solutions pour aider à conserver la biodiversité marine et pour aussi atténuer les effets du changement climatique et s'adapter à ces changements. C'est essentiel. Et pour ce faire, il faut des données qui permettent également de lutter contre le problème de la surpêche et aussi pour avoir des AMP plus robustes et des AMP dignes de ce nom et une complémentarité entre différentes actions. La gestion des pêcheries a été mentionnée et je dirais qu'il faudrait passer en effet du prisme de lecture économique au prisme de lecture environnementale pour s'assurer qu'il y ait plus de conservation, de préservation. Bon nombre de pêcheries sont déjà surexploitées, on l'a vu, on le sait, et on sait qu'il faut se concentrer sur la préservation plus que sur toute autre chose pour reconstruire les réserves halieutiques. Parallèlement à cela, le changement climatique est, et on sait qu'il touche les pêcheries, et partant, il nous faut des efforts de préservation et des gestions de pêcherie qui tiennent compte de ces réalités. Enfin, il faut aider ces réserves halieutiques à contribuer à l'atténuation des effets du carbone. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame l'eurodéputée. Alors, je pense qu'il nous faut une déclaration concrète, contraignante et droite au but. Car, comme cela a été dit, il faut des objectifs chiffrés, mais travailler sur notamment la pêche à la traîne et protéger les zones et pas juste de « oui, on verra bien, on fera ceci ou cela ». Non, il faut du contraignant, du robuste, car il est temps, réellement temps, de sauver les océans. Sans eux, nous courons à notre perte en tant qu'êtres humains. Merci, oui, c'est tout à fait vrai. À vous, Isabella. Oui, un accord contraignant, c'est évident. Aujourd'hui, il nous faut une reddition des comptes parce qu'aujourd'hui, on a tous ces beaux mots et toutes ces belles paroles et promesses depuis belle lurette. Vous vous souvenez déjà de 2012 ou plutôt 2015, ensuite il y a eu 2020, maintenant nous sommes en 2022. Stop, il nous faut de la reddition des comptes, il nous faut du contraignant, un accord contraignant, oui. C'est une condition sine qua non et on semble ne pas y être. Ensuite, lorsqu'on parle des aires maritimes protégées, il nous faut nous pencher sur la qualité de ces aires, voir comment les écosystèmes s'entremêlent, voir comment la biodiversité est au sein de ces AMP. Et ensuite, vous savez, ici, c'est du très concret, ce n'est pas de l'abstrait. On parle de la vie sur notre Terre, sur notre planète, et c'est essentiel. Oui, très bon point. Emma, à vous. Ou Guillermo. Oh,
Oh, alors très brièvement, car je pense que cette réunion devrait déjà être terminée. Sauvons le caca, voilà mon message. Et oui, je pense qu'il faudrait mettre en avant tous ces messages clés qui permettent de faire comprendre que l'océan est plus menacé encore que la Terre parce que la mer chauffe plus que la Terre et l'heure est grave. Oui, merci beaucoup, Guillermo. Alors, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit au début de ce webinaire. Plus de 3/4 de toute la biomasse animale vit dans les océans. Et aujourd'hui, la plus grande menace à cette biodiversité, cette biomasse, c'est la pêche. Donc, lorsqu'on parle de surpêche, de pêche accessoire, etc., oui, on peut parler des facteurs économiques, mais il faut aussi parler des facteurs environnementaux. On a eu la COP15, mais on doit continuer à lutter. Il y aura la COP16, la 17, et il faudra continuer pour protéger la biodiversité. Oui, merci beaucoup. Et j'espère que ces messages ont été bien entendus. Ici, en tout cas, ils l'ont été. Et maintenant, malheureusement, nous avons débordé légèrement. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier. Merci, chers panélistes. Merci, professeur William Chang, Dr. Emma Cavan, Ska Keller, Isabella Lodvin et le Dr. Guillermo Ortuño Crespo. Un tout grand merci de votre partage. Merci d'avoir partagé votre temps, votre expertise, vos réflexions. S'il vous plaît, continuez à suivre Rfish sur les médias sociaux alors que nous aurons d'autres activités et que nous partagerons ces opinions et ce en vue de traduire ces opinions en action au cours des mois à venir. Merci beaucoup. Au revoir.